Bonjour Arnaud, Bonjour Alexis. je suis ravi de te retrouver sur c'est aussi ton podcast à toi, Expédition Tech. Et je trouvais ça intéressant entre la saison 1 et puis la saison 2 qui va bientôt démarrer, de se faire un petit épisode entre nous. Parce que moi je suis dans la lumière entre guillemets sur ce podcast-là, mais il y a toute une équipe dans l'ombre dont tu fais partie. Donc je suis ravi de faire ce petit épisode avec toi. Alors Arnaud, très rapidement, toi tu es le fondateur de Neftis, derrière le podcast Expédition Tech. On va y venir, mais ce que je te propose, c'est peut-être que tu nous racontes rapidement euh, qu'est-ce que tu as fait avant de créer Neftis il y a quelques années maintenant. euh, D'où t'es venue cette idée de créer Neftis? Oula, là tu me fais remonter un peu loin. Parce que Remonte pas trop loin, tu peux d'accord, donc mais quelques non, années avant. non mais derrière ta question, en fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement le parcours qui m'a amené à créer Neftis. Moi, j'ai un parcours de banque. Hein. J'ai commencé mon parcours en 94, tu vois, ça remonte à quelques années, et j'ai fait globalement deux grands moments dans deux très grandes banques qui sont Goldman Sachs et Natixis, mais qui ont été entrecoupés par plusieurs tentatives entrepreneuriales. Et c'est celle-là qui m'a amené à créer Neftis en 2012. Et c'est surtout ces tentatives entrepreneuriales qui m'ont énormément appris et voilà, qui me font adorer ce que je vis aujourd'hui et que vivent nos clients et dont on va beaucoup parler. La première tentative, c'était, j'en parle parce que j'adore en parler, c'était alors, 99, The Bank. The Bank, la première C'était fintech. le nom de l'entreprise. Ouais, Ok. Z2. Alors j'ai fait exprès parce que je me doutais que tu avais posé la question. J'ai une petite surprise pour toi, j'adore. J'ai ramené, est-ce que vous pouvez le voir ça? Quelqu'un le voit là? The Bank 99, c'est ici la première fintech du monde. Est-ce qu'on va parler de fintech un peu aussi? C'était la tentative de créer la première banque en ligne. Alors, à l'époque des modems 56K, hein, c'était un peu compliqué, ça n'a pas marché. Mais c'était fantastique comme aventure, se dire, tiens, on va créer une banque à partir de rien. Voilà, ça n'a pas marché, mais j'ai énormément appris. Et puis, quelques années plus tard, en 2009, j'ai fait une deuxième tentative avec d'autres associés pour créer cette fois-ci une banque d'entreprise, plus une banque de particuliers. C'était dans la foulée de la crise financière. Et l'idée, c'était de permettre aux entreprises d'accéder à la liquidité de la Banque Centrale Européenne. Tu vois, un truc un peu compliqué. Ça n'a pas marché non plus. Et j'en suis arrivé à créer Neftis en 2012, qui là marche très bien et on est très fiers. Alors effectivement, du coup, donc première fintech mondiale, c'était une fintech française finalement. Ah bah oui. Non mais c'est un truc de dingue. The Bank, je pense que beaucoup de gens ont oublié. Enfin, ça remonte à longtemps, mais j'en suis très fier parce que on a vécu tous les excès. Hein. C'était juste avant la bulle Internet, donc c'était un peu le grand n'importe quoi. C'était la tech un peu débridée. On savait pas trop où on allait. On savait même pas s'il y avait un vrai besoin marché. On se lançait, on essayait, Ouais, on y on allait quoi. voyait. Bon, ça n'a pas marché, mais franchement, ça a lancé quelque chose. Et toutes les équipes qui, à l'époque, étaient autour de ce projet, il y en a plein qui ont continué dans des startups, dans différents mouvements. Ça a lancé un truc, vraiment. Hein. Donc j'en parle rarement, mais bon, puisque tu me poses la question du parcours, Et donc tu as 99, 2009, Neftis arrive en 2011-2012. ouais. Alors, on n'est pas sur une banque au sens banque particulier, banque d'entreprise au sens propre du terme. Du coup, c'est quoi le changement? Qu'est-ce qui te fait dire je teste un projet un petit peu différent de ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce qui te fait créer Neftis aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que c'est Neftis? Neftis, c'est ce qu'on appelle une fintech. Alors une fintech, c'est l'association des mots finance et technologie. Donc, dans notre cas, on a juste créé une plateforme qui est entièrement digitalisée, bien sûr. Je dis bien sûr parce que maintenant, bon, ça paraît un peu évident. Ah, mais ça n'était pas tant que ça en Oui, 2012. Hein. ouais, ça n'était pas tant que ça, mais maintenant, bon, c'est un peu une évidence. Hein. Ce qui reste, c'est pas simple à faire, hein, mais voilà, on l'a fait. Et nous sommes une plateforme de financement des entreprises innovantes. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos clients sont des startups ou des petites PME qui sont à très haute intensité technologique. On va en reparler. Ça veut dire quoi? C'est que c'est des entreprises qui sont encore dans leur projet de R&D et qui n'ont pas forcément transformé leur R&D en chiffre d'affaires ou en cash flow et qui ont donc beaucoup besoin de financement. Ils investissent lourdement en R&D et nous, on va les accompagner dans leur financement suivant des modalités qui sont un peu particulières mais qui nous permettent de faire ce métier, qui est de préfinancer leur crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire financer le décalage de trésorerie entre le moment où elles font leur R&D et le moment où elles vont toucher leur crédit d'impôt recherche 12 à 18 mois plus tard. Voilà, ça c'est notre modèle. C'est ce qui nous a permis d'accompagner très largement les entreprises en France. Hein. On a financé plus de 560 millions d'euros sur ces dernières années, plus de 600 clients, plus de 1200 opérations. Donc ouais, c'est une petite usine, c'est devenu une petite usine à financement. J'allais dire, ça fait de vous, dis-moi si je me trompe, mais ça fait vous quasiment un des plus gros acteurs du financement en France ou pas? En France, on est le premier sur cette thématique de financement des entreprises innovantes, enfin des entreprises et puis des entreprises innovantes, ouais, on est le premier.
Et on le fait, alors je vais partager avec toi ce clin d'œil, on le fait parce qu'on est ce qu'on appelle aujourd'hui un Science Angel. Alors un Science Angel, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, on va financer la R&D avant de financer le business. C'est-à-dire que nous, on ne va pas s'intéresser au business model de l'entreprise, on ne va pas forcément regarder quelles sont les opportunités de marché, ou les risques ou rentabilité en termes économiques. On va surtout s'intéresser à la R&D. Est-ce que c'est de la R&D? Et si oui, on va faire. Et effectivement, là, je trouve qu'il y a un truc intéressant parce que moi, j'ai découvert tout ce milieu de la R&D, des entreprises qui sont extrêmement technologiques. Et c'est pas dire qu'une entreprise est innovante, c'est pas juste un buzzword que tu peux raconter sur des plateaux télé. Moi, j'ai rencontré, grâce à vous, sur la saison 1, des entreprises qui sont extrêmement technologiques. Et effectivement, moi qui viens plutôt du monde des startups, que moi j'appelle les startups tech, type SaaS, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand elles ont besoin d'aller chercher de l'argent, il y a déjà potentiellement un pré-modèle, ce qu'on appelle un product market fit. Bref, il y a déjà un petit marché, il y a déjà une petite étincelle, et donc on va aller lever des fonds auprès de business angels plus traditionnels, soit des banques, soit des fonds d'investissement. Dans le cas des pépites un petit peu tech qu'on a interrogées ensemble, effectivement, c'est des entreprises qui ne sont pas rentables pendant 4, 5, 6 ans, qui ont parfois même pas de business model déjà défini, mais qui se focalisent sur la recherche, quoi. Et ça, c'est des entreprises qui aujourd'hui, c'est compliqué pour elles d'aller chercher de l'argent sur des acteurs, des fonds d'investissement, des banques plus traditionnelles. Enfin, comment t'expliques ça? Oui, en fait, la R&D, il y a beaucoup de choses derrière le mot R&D. Et effectivement, il y a beaucoup de phases de maturation. Donc, il y a des R&D qui ont plus ou moins long cours, avec plus ou moins d'aléas, plus ou moins de difficultés. C'est vrai que nous, on va surtout s'intéresser aux entreprises très tech, alors ce qu'on appelle deep tech dans notre jargon. Et celles-là, clairement, elles ont en face d'elles plein de défis. Elles ont le défi déjà, et c'est une des définitions de la R&D, c'est-à-dire que si tu es sûr d'arriver à résoudre le problème qui t'est posé, c'est pas de la recherche. La recherche, la première définition de la recherche, c'est que tu n'es pas sûr d'y arriver. Donc tu te rends compte, tu te lances dans un truc, dès le départ, c'est ton marqueur, c'est que tu n'es pas sûr d'y arriver. Et dans leur cas, c'est tellement complexe ce qu'ils essaient de faire, c'est l'innovation de rupture, hein, c'est vraiment une innovation qui va aboutir sur un vrai impact sur la société, ou sur la société, avec des énormes barrières à l'entrée. Ça prend du temps. Ça prend du temps, tu n'es pas certain d'y arriver, et si ça prend du temps, c'est que tu as besoin de moyens. Ces moyens, on en trouve maintenant. La France est bien mieux équipée aujourd'hui qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Mais tu as besoin de plein de moyens, de plein de sources différentes. Alors il y a les moyens publics. D'ailleurs, ce qu'on vient préfinancer, nous, c'est bien du moyen public, c'est Crédit pour Recherche, mais aussi beaucoup de fonds d'investissement. Enfin, il y a beaucoup de gens. Mais tu as toujours une difficulté certaine qui est que souvent, tu as un écart entre la durée de ta recherche, qui peut s'étaler sur 10 ans, 15 ans, et tes financements qui, eux, sont peut-être un peu plus courts, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, comment arriver à réconcilier tout ça de telle sorte que le dirigeant soit vraiment concentré sur sa R&D et pas courir après les financements. Voilà, ça reste un vrai défi qu'on essaie de combler à notre mesure. Et quand je t'entends parler, je pense à Ariana Pharma dans la saison 1 du podcast qu'on a eu. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter cet épisode qui est assez exceptionnel sur un sujet qui en plus nous touche aujourd'hui sur les tests en laboratoire pour tester les médicaments, etc. Et c'est ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, il a fait quasiment 10, 15, 20 ans de R&D avant de trouver le business model. Et à partir de ce moment-là, d'avoir une technologie qui est robuste, qui est fiable et qui est vendable et monétisable. Derrière, effectivement, ensuite, là, c'est le développement, mais en fait, à 10-15 ans où Voilà, alors les biotech sont évidemment l'exemple ultime de la difficulté, parce que c'est vrai que souvent, sous start-up, on voit le côté un peu SaaS ou Internet, ou un peu folklore éventuellement. Mais non, mais l'autre extrême, c'est les biotech. Alors les biotech, tu imagines. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une vision un peu décalée du truc, parce que ils ont réussi à faire un vaccin en 1 an. Alors que franchement, il y a 1 an, un vaccin, ça se faisait pas avec moins de 10 ou 15 ans de recherche, quoi. Mais la réalité, c'est que un vaccin, c'est des années et des années. C'est très aléatoire. Et effectivement, tu vois, chez Ariana, il a fallu qu'il relève le défi de la R&D, mais qu'en même temps, il relève tous les défis d'un chef d'entreprise. Ça va faire tourner sa boutique. C'est un truc de dingue. C'est des gens qui sont vraiment au-dessus du lot, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur la R&D. Chapeau. Enfin, voilà. Alors, on a parlé fintech, biotech, deep tech. T'es rapidement passé sur le mot deep tech. Ça veut dire quoi, deep tech, pour quelqu'un qui découvre un peu cet univers-là,
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as parlé d'innovation de rupture. Voilà, Deep Tech, c'est vraiment le concept. Ça recouvre toutes les entreprises qui se mobilisent pour faire avancer la science au sens innovation de rupture et donc créer un impact qui sera très fort si le problème est résolu. Très fort sur la société. Et ça crée aussi des barrières à l'entrée qui sont colossales. Et elles sont colossales parce que justement, encore une fois, beaucoup d'aléas dans le temps et très consommateurs en capital. Et je suppose que du coup, la deep tech n'est pas un marché en tant que tel, Non, c'est pas un marché. Que tu peux retrouver. C'est pas un marché, tu en trouves dans tous les domaines de. Alors, d'ailleurs, c'est un truc qui est fantastique, hein, c'est que quand nous on s'est lancé Neftis dans cette activité de financement, je n'imaginais pas. Il y a plein de choses que j'imaginais pas. Alors, j'imaginais pas que la science et la R&D, il y en avait partout. Dans ce studio, je ne connais pas tous les matériels qui sont là, mais il y a de la R&D. Ou en tout cas, c'est issu de beaucoup de R&D. Chez toi, il y a de la R&D. Dans la rue, il y a de la R&D. Même dans les sciences sociales, sciences humaines, il y a de la R&D. Dans le marketing, il y a de la R&D. La R&D, il y en a partout. Donc ça, c'est une première découverte très forte qu'on a eue en se lançant sur Neftis. Deuxième découverte qui était majeure, et moi qui m'a amené à essayer de proposer ce podcast, c'était la France fourmille d'innovation et fourmille de start-up qui se lancent dans ces projets complexes de R&D ou d'innovation. Ça fourmille. Mais ça d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même dingue parce que moi, j'en avais pas forcément conscience, quoi. Et ben voilà. Et alors que la réalité, c'est que parce qu'en fait, souvent, tu vois, je veux pas tomber dans le cliché il est dans son laboratoire, il fait sa recherche et du coup, il est pas dans la com et pas dans le marketing. Je ne vais pas tomber dans ce cliché-là. On n'est pas très loin. Hein. Mais je l'ai un peu dit. C'est qu'effectivement, leur budget n'est pas consacré à faire de la com et du marketing tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution à leur problème, en fait. Et donc, on ne se rend pas compte, mais il y a en France un écosystème de l'innovation qui est colossal, qui en plus peut s'adosser à des structures de recherche publique qui sont fantastiques. Alors bien sûr, on peut faire mieux, on peut faire plus vite, etc. Mais on peut être fier de ça en France. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est sur tout le territoire français. Alors, je ne sais pas si je t'avais raconté une anecdote... moi que j'aime beaucoup, j'avais été voir une société qu'on soutenait et qui était sur la recherche sur Alzheimer. Je ne sais pas si je t'avais raconté ça. Donc la chef d'entreprise est une pointure mondiale dans la recherche sur Alzheimer. Pointure mondiale. Bon. Et puis sa société a besoin de financement, on a besoin de se voir. Donc je vais la voir, c'était, je crois, entre Aix et Marseille, quelque part, comme ça. Le taxi m'emmène dans une espèce de zone commerciale. Bizarre, et il m'arrête devant un salon d'esthétique. Et puis, entre un salon d'esthétique et puis là, il y avait une porte, je comprends pas, je me dis, je suis pas au bon endroit, j'appelle au téléphone, la porte s'ouvre, et c'était donc, je peux pas citer son nom, hein. Et en fait, incroyable. À cet endroit-là, il y avait une salle blanche, un laboratoire fantastique, ils étaient qu'une petite dizaine, et tu avais ici une recherche très pointue de niveau mondial qui se passait, et je suis à peu près certain que les deux voisins, le salon de coiffure là, ou d'esthétique et l'autre je sais plus, n'étaient pas au courant que ça se passait à côté de chez eux. Et j'en suis persuadé. Et en fait, ça c'est partout. Nos clients, on en retrouve partout. C'est souvent dans des petits endroits. Et ils font des choses dingues. Alors on le saura dans 10 ans, je l'espère. Mais c'est ça moi c'est ça qui m'anime, c'est se dire, c'est à côté de nous, quoi. C'est la porte à côté, et ça se passe en France. Mais d'ailleurs, j'en dis pas trop parce que j'ai envie de créer un peu de teasing, de suspense pour la saison 2, où on va avoir des invités assez exceptionnels, et notamment des invités et des entreprises qui ont travaillé dans l'ombre sur des gros événements marquants sur, on va dire, les 2-3 dernières années. Et en fait, encore une fois, c'est des entreprises, mine de rien, qu'on ne met pas forcément en avant dans la sphère médiatique plus large que... et pourtant, c'est à côté de chez nous, c'est parfois dans des petits villages, dans des... Ah non, mais c'est fantastique. C'est fou, ce que je veux dire, c'est que nous, là, quand on fait notre métier, ça reste un métier de financement, donc un peu austère, pas drôle, chiffre, machin. En fait, la réalité de notre métier, c'est qu'on passe les 5 premières minutes à parler de ce truc pas très drôle, bon, ok, financement, pourquoi, comment, etc. Et puis très vite, on bascule dans un autre rapport qui est, mais en fait, c'est exactement ce que tu fais avec moi, mais comment tu en es arrivé à faire ça, et c'est quoi ce que tu fais. Et on se retrouve avec des gens qui sont souvent, qui sont des dirigeants, qui sont souvent actionnaires, donc qui ont pris des risques eux-mêmes, qui sont fantastiques, qui portent à bout de bras, donc qui ont un parcours souvent passionnant, et alors très souvent, l'objet de leur recherche, mais c'est juste, mais c'est incroyable. Il y a un effet waouh qui est souvent incroyable parce que tu te dis, tu n'avais même pas pensé que c'était possible que quelqu'un réfléchisse à ce type de sujet. Tu te dis, tiens, et puis une fois qu'il te l'a dit, tu dis, ah mais ouais, donc ça, il y a des gens qui sont en train de penser dessus et c'est toi.
Et ça, c'est un truc de dingue. Et cet effet, cette espèce d'effet de surprise, pourtant, tu as envie de te dire, on peut s'habituer à la surprise. Ben non, on retrouve à chaque fois cet effet surprise. Et c'est ça qu'on avait envie de partager, en fait, se dire, mais il faut qu'on en parle d'eux, et puis il faut qu'ils parlent d'eux, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi et comment ils sont là. Et comment toi tu t'es parce que tu nous disais tu viens d'un milieu quand même bancaire. Alors j'ai rien contre les banquiers et le système bancaire, mais c'est quand même un milieu qui est réputé quand même assez austère, assez froid, assez fermé aussi. Entre le système bancaire, le milieu bancaire et puis tes expériences et te dire en fait moi je vais aller aider des chercheurs, des gens qui sont en train de faire de la R&D dans des sujets que toi-même potentiellement t'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce qui te fait que tu te prends un peu aussi de passion pour tous ces projets ultra technologiques, ultra innovants parce que c'est un risque aussi que vous prenez. Tu vois, tu aurais pu choisir peut-être le confort en allant financer des projets où tu te dis ok, je vois le développement arriver, je vois le business model, etc. Là, tu es quand même sur un truc où peut-être dans 10 ans, tu sais pas si... alors la banque, oui, bien sûr, on a toute cette image. Alors en fait, cette image, elle vient d'où? Elle vient du fait que, souvent d'ailleurs, on dit à un banquier, on s'attend à un banquier qui prenne des risques, et puis on s'en plaint parce qu'on trouve qu'il n'en prend pas. Pour faire court, enfin, non, mais c'est vrai, je peux dire ça. Bon. Mais en même temps, quand il pense bien, un banquier, quand il te prête de l'argent, évidemment, il va le faire que s'il est à peu près certain que tu vas être en capacité de le rembourser. Donc, il va regarder si tu es rentable. Et heureusement qu'il le fait, parce qu'imagine si les banques ne prêtaient qu'à des gens qui ne remboursent jamais, assez vite, il y aurait un problème. Effectivement, le modèle... Donc, il est obligé de faire ça, le banquier. Et c'est très bien, et c'est normal. Mais dans les banques, on fait aussi de la R&D. Figure-toi, la R&D au sens, comment on peut résoudre des problèmes de financement. Alors moi, je suis dans le financement, ou comment on peut résoudre différents types de problèmes. Donc c'est notre R&D à nous. Alors c'est pas de la R&D au sens scientifique, mais c'est essayer quand même de résoudre un problème. Et celui qu'on a réussi à résoudre avec Neftis et dont on est très fier, c'est qu'on a réussi à faire un truc dingue à mon niveau. C'est ça qui me rend fier du côté fintech, c'est-à-dire que on a inventé un truc, c'est que pour la première fois, on arrive à financer des petites entreprises fragiles, pas rentables, et on le finance au travers d'un prêt. Et en fait, ça n'existait pas. Voilà. Et donc non, je renie rien à mon parcours ou ma vision de banquier. Je suis juste très heureux de se dire, tiens, en fait, c'est possible. On a peut-être trouvé là un moyen de faire ça, c'est-à-dire de se mettre vraiment au plus près des besoins, en le faisant rapidement, parce que le fait de le faire en forme de prêt et pas en investissant dans la société, on arrive à le faire très vite du coup, parce qu'on a moins d'analyse à faire. Et en étant juste un temps parfaitement complémentaire du reste de notre écosystème. Alors, est-ce qu'on prend des risques? Oui, on en prend. Mais c'est des risques qu'on arrive à maîtriser parce que justement, maintenant, on connaît bien notre C'est votre métier, quoi. Voilà, exactement, c'est notre métier. J'ai envie qu'on parle d'Expédition Tech. Nous, on s'est rencontrés il y a quasiment un an maintenant. Et on a monté ce projet-là. On a travaillé le positionnement, l'angle qu'on avait envie de prendre aussi avec le podcast. Pour celles et ceux qui vont découvrir Expédition Tech aujourd'hui avec cette nouvelle saison-là, comment est-ce que toi, tu résumerais un peu la vision et l'objectif que tu avais, que vous aviez qui est toujours le même d'ailleurs. Ce dont je rêve, c'est qu'on arrive à travers tes interviews et puis ces podcasts à faire partager un peu de ce qu'on vit nous quand on va à la rencontre de ces entreprises qui viennent nous voir pour une problématique de financement et qu'on a cette espèce d'effet waouh, mais nous, nous on est juste une fintech comme ça, on arrive à être utile à des recherches, je citais Alzheimer tout à l'heure, nous on peut être utile, et c'est ça l'objet de la recherche. Si on arrive à partager un peu cette étincelle de c'est dingue, et c'est en France que ça se passe, et peut-être que c'est juste dans mon village à côté, nous on est trop contents, c'est génial, parce qu'en plus c'est des personnes qui elles sont dans le couloir de leur recherche, le temps passe. Et voilà, si de temps en temps, ils peuvent parler, raconter leurs problématiques, ce qu'ils font, les défis. Voilà. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel et égoïste, à chaque fois que je sors des rencontres que je fais, je me dis, mais c'est dingue ça, il faut qu'on en parle, quoi. Comment ça se fait qu'on soit en 2020 et 2021 et que j'entende parler de cette boîte-là que maintenant, quoi, alors que c'est incroyable. Et je trouve que c'est aussi donner un peu de sens à tout l'aspect technologique, tout l'aspect tech, etc. Où en fait,
Oui, parce que tu as 13 ans. En fait, il faut arriver à. Le problème, c'est que souvent, je ne sais pas si c'est français ou pas, mais on aime bien mettre les gens dans des boîtes. Donc, soit tu es de la R&D. Et donc, c'est une espèce de truc sacré, tu sais. Où tu sais pas trop ce qu'ils font, ce que les gens font. C'est dans une salle robe blanche, mais du coup, elle est obscure parce que toi, tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe dedans. Et puis, c'est très doctoral et on te dit c'est comme si, c'est comme ça. Et puis, justement, le folklore, on va dire, l'opposé du business. Ça, nous, on ne croit pas à cette opposition des styles et puis de façon d'être. À la fin, tout ça est très humain. Et franchement, il y a beaucoup plus de points communs entre la R&D et le business et toi et moi qu'il y a de différences. Les points communs, c'est quand tu lances ton business, tu prends des risques. Tu as un aléa, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu vas te planter. C'est un peu ce que vit le laborantin quand il se lance dans son projet de R&D en se disant j'ai des risques, ça va prendre du temps, je ne sais pas si ça va marcher, etc. Franchement, dans la mécanique, dans la posture, dans le profil, c'est la même chose. Alors après, il y a quand même quelques différences qui sont que dans un projet de R&D, au sens un peu recherche fondamentale, tu vas chercher à résoudre un problème scientifique. Tandis que dans le business, tu vas essayer de résoudre un besoin. Ok, mais c'est pas une énorme différence. La deuxième différence, c'est que dans la recherche, on va dire fondamentale aussi, tu vas creuser ton problème jusqu'à avoir tout résolu. Tu vas aller jusqu'au bout. Tandis que dans le business, dès que tu as le début d'une solution, tu testes, tu preuve de concept, paf, tu y vas, tu lances. Bon, ok. Mais sinon, tu vois bien dans les ressorts, dans la façon d'être, la façon de faire, en fait, tout ce monde se retrouve très bien. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour recherche publique-privée. On aime bien l'opposé, mais tout ça, c'est une vue de l'esprit. En fait, tout ça, et d'ailleurs, tout ce monde travaille très bien ensemble. Et donc, si on arrive à remettre un peu de simplicité là-dedans, et de se dire qu'on peut se tromper. Alors, ce qui était intéressant avec cette crise Covid et dans tous les débats qu'on a, parce que ce qui était intéressant, c'est que on a découvert que en fait, la science n'était pas une science exacte quelque part, parce que tu as vu le nombre de débats d'experts et à la fin, ça nous perd. On se dit mais je comprends pas, ils sont tous experts, ils sont pas du tout d'accord. Eh ben ouais, la science n'est pas une science exacte. Il y a des débats d'experts et heureusement parce que c'est parce qu'on ne sait pas qu'on cherche. Et donc c'est bien qu'on prend différentes voies, et il y en a une qui va marcher, pas l'autre. Tout ça, en fait, très humain, simplement. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de un ou deux projets au sens très large qui vont arriver potentiellement sur la saison 2 du podcast? C'est quoi un peu les secteurs? Est-ce qu'il y a... Alors quand on dit donc on va nous on a envie de vous présenter plusieurs belles entreprises donc de ce qui relève de ce qu'on appelle la deep tech, donc encore une fois des entreprises où c'est sacré défi technologique, et ça c'est intéressant parce qu'en fait là aussi on en retrouve partout, mais bon c'est vrai qu'on risque de se retrouver un peu autour des problématiques d'intelligence artificielle, de robotique, de blockchain, bon voilà, on va bien creuser ces sujets et vous verrez il y a quelques belles pépites là-dedans. Alors, tu le sais, à la fin de chaque épisode, je pose très souvent la même question sur... effectivement, on parle de la tech et on en fait un fer de lance pour aller chercher de l'argent, pour aller passer dans les médias, etc. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est la tech au profit de quoi? Quel va être l'impact aussi sur le monde de demain? Parce que je trouve ça assez fascinant d'essayer de se projeter en émettant des hypothèses sur à quoi va ressembler le monde de demain et surtout quel va être l'impact de telle technologie sur les habitudes de demain. Toi, comment est-ce que tu vois demain, par exemple, Neftis, l'impact dans l'écosystème tech au sens très large du terme? Tu arrives à te projeter sur 10-15 ans ou pas? Non, franchement, c'est très compliqué. Nous, si on arrive notre ambition, c'est d'arriver à continuer d'accompagner tout cet écosystème tech le plus possible, le plus long possible, et puis potentiellement en dehors des frontières françaises, évidemment. Parce que la tech, elle ne connaît pas les frontières, par définition. Donc oui, forcément, on a envie de se projeter un peu au-delà de ça. Mais un mot a résonné dans ta question qui était quel est l'impact de cette tech. Et c'est vrai que c'est une question, moi, à titre personnel, qui m'intéresse beaucoup. Et je sais que tu avais commencé à les aborder dans notre précédente saison. C'est tout ça pourquoi? Et je me rappelle une fois, oui, c'est sans le vouloir, j'avais trébuché, j'avais fait un jeu de mots, mais franchement sans le vouloir, qui était, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant, comme un poulet sans tech, je me rappelle, j'avais dit.
Parce qu'on se demande à la fin, mais pourquoi on a besoin de la 5G, pourquoi on a besoin de plus, on se demande un peu ce qui se passe. Et en fait, la vraie question qui, moi, m'intéresse, c'est celle de l'emploi, en fait. Parce que et donc, ce sera intéressant de voir ce que diront tes invités sur cette thématique-là, parce que les innovations de rupture, elles vont forcément amener en elles-mêmes des ruptures dans l'emploi, c'est-à-dire des jobs, enfin on dit souvent ces études-là qui disent que je ne sais plus quel pourcentage des emplois de demain n'existent pas aujourd'hui. Ces innovations de rupture, c'est elles qui vont les créer. Et donc nous, on est très fiers de contribuer à créer les emplois de demain. Enfin, c'est un truc, c'est fantastique. Mais on sait très bien qu'en faisant ça, on va détruire des emplois d'aujourd'hui. Et c'est pas forcément, et c'est même probablement pas les mêmes personnes qui vont passer de l'un à l'autre. Et donc ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant et dont on doit, nous, pour le coup, citoyens, tous, s'emparer. C'est pas qu'un sujet scientifique. Ça doit pas rester dans le champ scientifique. Ça doit rester dans le champ citoyen. Et au-delà de ça, c'est se dire, est-ce que cette tech, du coup, puisque ça va avoir un impact aussi important, est-ce que je peux me permettre de la subir? En d'autres termes, est-ce que je laisse la tech ou la R&D se faire dans d'autres pays que le mien? Certainement pas. Il y a un enjeu de souveraineté scientifique qui est ultra importante pour tous les pays, mais ici on est en France, donc on va parler de la France. Effectivement. C'est essentiel qu'on garde cette souveraineté scientifique, parce que derrière ça, c'est se garantir qu'on ne va pas subir de la tech importée, enfin créée et importée par d'autres, qui ont été développés pas forcément suivant les codes ou suivant les axes qu'on aurait voulu. Il est essentiel qu'on s'approprie cette technologie, que ce soit fait ici, et qu'on anticipe plutôt qu'on subisse. Parce que les conséquences de ça, c'est pas que d'ordre éthique, c'est d'ordre de l'emploi. Celui qui crée la technologie, c'est celui qui crée l'emploi à côté de chez lui. C'est pas très compliqué. Hein. Donc on a vraiment enfin si, c'est très compliqué à faire, mais c'est pas très compliqué à théoriser. Et donc il est ultra important qu'on se dise c'est pas juste un débat d'experts, qu'on comprenne qu'il y a des enjeux d'emploi derrière, et qu'on comprenne surtout qu'il y a un enjeu de souveraineté scientifique, et que vraiment qu'on se le dise, c'est important. Et là-dessus, il faut qu'on travaille tous ensemble. Parce qu'on n'y arrivera pas tout seul, c'est impossible. Enfin, quand tu vois les moyens, maintenant il y a des entreprises privées aux US qui ont plus de moyens en R&D que beaucoup de pays. Donc comment faire? On va pas divaguer sur, mais rien que un sujet qui me passionne sur la partie conquête spatiale. C'est dingue de voir que des entreprises privées arrivent à faire des choses en une dizaine d'années. On va peut-être te montrer quelques... Mais écoute, en tout cas... mais effectivement, c'est ce qu'on a vu, évidemment, c'est incroyable ce qui a été fait. C'est incroyable. Mais en tout cas, moi, je suis très content, en tout cas à ma petite échelle, de pouvoir mettre en avant d'une manière ou d'une autre toute cette pépite tech française qui mérite qu'on s'y attarde et qui mérite d'être connue par le grand public. En tout cas, moi, j'ai hâte de démarrer cette saison 2, de partager cette fois-ci 10 épisodes, donc 10 parcours, 10 entreprises, 10 technologies différentes. Et puis on se retrouve très très vite, Arnaud, pour le démarrage de la saison 2. Eh bien, merci beaucoup Alexis, je te remercie d'organiser tout ça, d'accueillir nos invités. Je t'en prie, à très vite. Très vite, merci.